Bonjour à tous, bienvenue sur Historica Hellenistica, la chaîne de l'histoire antique et de l'extrême contemporain, parce que justement j'ai la chance et l'honneur de recevoir Olivier Battistini. Vous êtes historien, spécialiste de philosophie politique, notamment de Thucydide, de l'histoire d'Alexandre. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur Alexandre notamment, dont le dernier en date que voici, donc c'est Le Platon, sorti chez Ellipse, donc c'est une biographie nouvelle on dira, avec de nouvelles traductions également de Platon. Donc vous publiez également très prochainement un ouvrage volumineux sur la place de la guerre dans la Grèce antique, on y reviendra, vaste et formidable sujet. Et vous travaillez aussi, surtout de nuit, à une nouvelle biographie d'Aristote, donc père de la pensée européenne, du logos et de la recherche des causes, donc là aussi chez Ellipse. Alors avant toute chose, Olivier, vous êtes corse et un ardent défenseur de la civilisation européenne en ces temps de crise existentielle. Donc vous faites partie, on pourrait dire, de l'entourage indirect d'Éric Zemmour et avez fondé un cercle de réflexion, sobrement intitulé Le Cercle. Alors on aurait pu l'appeler le Cercle des Européens disparus. Mhm. Et donc vous êtes notamment entouré de, j'en citerai quelques-uns, Michel Maffezoli, Sylvain Guggenheim, Slobodan Despot, Sylvain Ferreira, Nicolas Mirkovic, parmi tant d'autres chercheurs, historiens et géopolitologues. Alors que sans flagornerie de ma part, des personnalités souveraines dans leur domaine. Quelle culture, quelle clarté d'esprit. Ça fait du bien en ces temps troublés. Donc, alors je citerai aussi spécialement votre compagne Anne Sokolovska, donc qui fournit un immense travail de traduction des textes grecs de Platon à Thucydide et vous aide au quotidien, je pense, à offrir une Oui. vision contemporaine des Grecs. Voilà. Alors notre idée ici, hein, sans plus tarder, c'est d'interroger les Grecs pour comprendre l'extrême contemporain. Donc vous nous expliquerez ce qui se cache derrière cette expression et comment puiser chez les anciens la sagesse nous permettant d'affronter un monde tragique et une société épuisée. Alors, si on veut reprendre aussi Héraclite, le conflit et la guerre ne sont-ils pas pères de toutes choses? Et comment réinvestir l'Iliade, Alexandre et la philosophie grecque pour revenir à nos racines culturelles helléniques? Alors, il est de bon ton de rajouter parfois helléno ou judéo, mais moi je dirais hellénique. On va revenir aux bases. Alors, je m'intéresse aussi à titre personnel sur la question des barbares dans la Grèce antique, alors que ce terme est devenu un lieu commun de la modernité, un terme de propagande souvent galvaudé. Alors, je vous renvoie très très modestement à mon livre publié à ce sujet, Grecs et barbares, où voilà, je m'intéresse sur les relations entre les Grecs et les barbares, donc des conflits, mais aussi des interactions à travers 16 peuples barbares, des plus connus aux moins connus. Alors, je vous renvoie tout de suite à la parole, j'ai déjà assez parlé, donc Olivier, vous vouliez nous parler de votre rencontre avec Emir Kusturica, donc on va le présenter très très rapidement, 2 fois lauréat d'une Palme d'Or, homme aux idées fortes, défenseur aussi de l'identité serbe, aussi européenne, donc voilà, cette rencontre s'est déroulée là récemment en janvier, et est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire aussi quelle a été votre vision de ce village un peu idyllique, un peu altermondialiste également, de Kustendorf, donc racontez-nous tout ça, je vous laisse la parole, Olivier. Merci beaucoup pour ces prolégomènes. Et vous avez dit beaucoup de choses. Et vous avez évoqué, évidemment, il y a quelques instants, l'idée de l'opposition à propos du sacré et du religieux entre le monde grec et, je dirais, la religion judéo-chrétienne. Et c'est très utile que j'en parle parce que c'est peut-être le point de départ des choses que vous avez dites, à savoir ma rencontre avec Emir Kusturica et depuis le centre du monde, depuis la Corse, mes voyages en Hongrie et en Serbie. J'avais fait une conférence il y a quelque temps à l'Institut Iliade où j'avais évoqué la rencontre impossible entre la philosophie, qui est le domaine du doute, et de l'esprit critique, qui est évidemment lié à la terre d'Occident par excellence, c'est-à-dire le monde grec, et d'autre part, la religion, religaré, ce qui nous lie, dogme, de révélation, et donc, si je suis les idées de Léo Strauss, que je ne déteste pas, vous Oui, l'imaginez, Athènes et Jérusalem. Athènes et Jérusalem, c'est le domaine, bien sûr, inverse, c'est-à-dire non plus du doute et de l'esprit critique et de la liberté, mais au contraire de la foi et de l'obéissance à une doctrine. Et apparemment, la rencontre est impossible. Et pourtant, elle a eu lieu. Et ça a été d'ailleurs l'objet d'une belle conversation avec Michel Maffezoli, à savoir que la dialectique, c'est la tension. Vous parliez d'Héraclite tout à l'heure.
la dialectique, c'est au fond une opposition des contraires qui se suffit à elle-même. Et la synthèse, qui est une invention, à mon avis, du monde moderne, est inutile. C'est même pour moi une faiblesse de l'intelligence. Et cette opposition des contraires, qui se suffit à elle-même, me permet de mieux comprendre ce qu'est le sacré et ce qu'est l'univers grec. Et cette conférence n'a pas déplu à quelqu'un que j'ai rencontré par la suite, à savoir Thibaut Gibelin. C'est là où j'ai évoqué, si vous voulez, cette rencontre impossible qui a eu lieu et qui est au cœur même de ce qu'est notre Occident aujourd'hui, ce qui montre sa richesse. Et vous parliez de l'islam tout à l'heure. Vous le savez, moi je ne fais aucune différence entre l'islam et l'islamisme, puisque l'islam est une théocratie. Alors que les évangiles se sont adaptés à des évolutions multiples, et le christianisme et le catholicisme sont les inventeurs de ce qu'il est convenu d'appeler la laïcité. Il y a la cité de Dieu et la cité de César. Bref, cette conférence n'a pas déplu à Thibaut Gibelin, ainsi qu'à Aristide Lecate, c'est son nom de guerre, qui vient d'ailleurs de sortir un excellent ouvrage sur la guerre, notre père, à tous. Un jeu de mots, évidemment, avec le fragment d'Héraclite qu'on évoquait tout à l'heure. Et, puisque vous parliez d'Emir Kusturica, voici donc le jeu des correspondances et des hasards objectifs, puisque c'est grâce à Thibaut Gibelin que je me suis retrouvé en Hongrie, à Budapest, au Matthias Corvinus Collegium, pour une conférence sur la guerre. Vous voyez que les choses commencent à se préciser après, mais la longueur peut être utile, je l'espère, de mes prolégomènes. Cette conférence au Matthias Corvinus Collegium, en décembre, à Budapest, au bord du Danube, c'est d'ailleurs une rencontre avec une ville et donc une histoire, à la fois sur, comment dirais-je, on a presque l'impression qu'il y a des chars soviétiques qui peuvent encore circuler dans certains quartiers, et de l'autre côté, c'est l'éblouissement de l'Empire austro-hongrois et le Danube, mystérieux fleuve. À la fin de ma petite intervention, il a été question d'inviter Éric Zemmour, chose qui a eu lieu par la suite, où j'ai évoqué par les Grecs l'extrême contemporain dont on parlera. Mais entre-temps, et vous le voyez, c'est au cœur même de l'essentiel, en Serbie, à Mokagora, j'ai rencontré, c'était mon rêve, Emir Kusturica, grâce donc à les premières rencontres que je vous ai dites, à surtout une conversation avec Jean-François Fonlu, qui est le producteur d'Underground, avec Stéphane. Palme d'Or à Cannes. La Palme d'Or à Cannes, et c'est un film qui est métaphysique, on en parlera. Par rapport au mythe de la caverne, vous voulez dire Oui, évidemment. Et puis c'est un film qui a, comment dirais-je, des échos fondamentalement politiques. Et aussi grâce en arrière-plan à Slobodan Despot, que vous connaissez, puisqu'on a eu la chance et l'honneur de recevoir sur cette chaîne-là. Et Nicolas Mirkovic, en arrière-plan, qui est un grand spécialiste de la géopolitique. Et la rencontre, on parlait de politique à 2 secondes, vous voyez, Kusturica est connu comme étant, bien sûr, pour moi, c'était c'est peut-être, avec Fellini, un des plus grands, un créateur de mythes, par ses tourbillons de couleurs. De sons également. Et avec une musique qu'on reconnaît immédiatement. La musique est là, et les images disent beaucoup, et je pense bien sûr au mythe de la caverne, à ce que est le cinéma en accord avec la notion même de mythe chez Platon et chez les Grecs.
il y a ces leitmotivs qui font que Kusturica est à la hauteur d'un Fellini. Et pour moi, c'est le plus grand, Kusturica. Parce que non seulement avec ces animaux étranges qui reviennent constamment, ces poissons qui fascinent Kusturica, parce que vous savez... Arizona Dream, je pense, il y avait des poissons volants. Voilà, et voilà, vous savez, j'ai de jeunesse. J'ai recueilli ici, grâce à Anne, qui traduit plusieurs livres de Kusturica, et la langue de Kusturica, d'Emir Kusturica, pardon, est une langue haute. Sa parole est un archipel, il y a des fulgurances et une densité dans son style. Ce qui fait que même quand on connaît le serbe, ce qui est le cas d'Anne, il est très difficile de le traduire et on a toujours peur de ne pas dire sa pensée exacte. Et elle m'a donné ici, vous voyez, j'ai ces feuilles sous les yeux, toute une série de passages qu'elle a traduits dans des livres que par exemple, voilà, que j'ai ici, Ce dont j'ai besoin, et un livre sur Kusturica qui nous a dédicacé. En particulier, parmi ces livres, il y a l'idée que la mort est une rumeur non vérifiée. Et un autre titre fantastique, Les âmes mortes marchent en cadence. Et ces traductions ont été utiles pour, comment dirais-je, pouvoir affronter la rencontre avec Kusturica, qui pour moi a été une rencontre presque métaphysique, parce que, je vous disais, c'est le plus grand des cinéastes, par ses leitmotivs, par son sens du mythe, par son sens de la poésie, par sa lecture presque initiatique de l'amour, par le lien qu'il fait entre l'art et le religieux et le sacré, et puis tout simplement par la joie de la distraction, non plus dans le sens pascalien, mais dans ce qui me permet au fond, d'ouvrir des portes au rêve. Mais ce n'est pas seulement le plus grand des cinéastes, si j'ose employer des expressions de cet ordre, ce n'est pas seulement un grand musicien qui me fait penser à Frank Zappa ou à quelques moments de free jazz étonnants. Ce n'est pas seulement un grand romancier parmi les très grands, son maître c'est Dostoïevski, c'est bien sûr Ivo Andrić, dont on parlera sans doute, mais c'est la raison pour laquelle dans l'interview que je vous ai proposée, qui va sortir dans Conflit, puisque le reportage vous êtes directeur de publication, est sorti dans la revue Éléments, dans le numéro 213, c'est que quand je l'ai rencontré, le propriétaire d'un chalet dans lequel nous nous sommes rendus, à Mokra-Gora, nous a dit que la plus grande fierté d'Emir Kusturica, c'était ce qu'il avait fait à Mokra-Gora, dans la montagne trempée. Vous parlez du village idéal, Kustendorf. Non, Mokra-Gora, c'est le village qui est où se tient Kustendorf, la cité en bois créée par Emir Kusturica. À l'occasion d'un film en 2004, et puis maintenant il y habite. Et bien sûr, c'est là où nous avons résidé pendant 2 semaines, et c'était un événement. Là où vous voulez réaliser, on dira, des rencontres. Exactement. Un festival de la pensée. Dites-nous en plus à ce sujet pour conclure le sujet d'Emir Kusturica. Et donc, ce que disait ce monsieur qui est devenu un ami, c'est que pour Kusturica, ce qui était important, c'est ce qu'il avait fait pour ce village, et protégeant les habitants du village des avidités économiques de gens qui voulaient s'emparer du lithium. Et j'ai donc pensé, si vous voulez, à Échille, qui lui préférait également aux 7 contre Thèbes, la tragédie qu'il avait écrite, à ce qu'il avait
au fait qu'il avait combattu à Marathon et à Salamine. Voilà les arrière-plans. Kusturica n'est pas seulement le plus grand des cinéastes, le grand écrivain, le musicien étonnant, c'est surtout quelqu'un qui, au moment où la Yougoslavie a disparu, a décidé d'utiliser la caméra comme une arme. Il le dit lui-même, parce que vous me parliez du village, et je vais vous répondre, j'ai perdu ma ville pendant la guerre, et j'ai souhaité bâtir mon village, Kustendorf, la cité de bois. Et c'est là, je vous enverrai des photos, et c'est là où nous avons vécu, et c'est là où j'ai rencontré Emir Kusturica. Parce que, comment dirais-je, c'était le but. Un peu comme c'était une rencontre que je désirais. Et il y a eu, au fond, 2 entretiens. Très bref. J'ai osé, il était entouré de ses amis, dans la salle Visconti, je suis allé lui parler. Je lui avais envoyé mon petit Platon, quelque temps auparavant, et une longue lettre, où je lui disais que j'aimerais le rencontrer. Et là, vous savez, j'avais un petit peu peur au départ, parce que les journalistes français qui n'avaient pas supporté le lien d'Emir Kusturica avec la Serbie dont il est amoureux, cette Serbie qui est le résultat d'une Yougoslavie qui a disparu. Tout en étant d'origine bosniaque, lointaine dans ses années. Il est né à Sarajevo. Oui, oui, oui. Et il est orthodoxe. Et il est interdit de séjour à Sarajevo. Il a pris, et je pense à Ivo Andrić, qui lui aussi était croate et a fait le choix des Serbes et donc des perdants. N'oubliez pas que la guerre de Yougoslavie et les conséquences de cette guerre, 91 à 95 au fond, il y a les trois. Ajouter le Kosovo en 99, oui. Exactement, comment dirais-je, le rôle de l'OTAN, et c'est exactement d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. On a là les échos actuellement. Ce qui se passe en Ukraine. On en parlera éventuellement quand on parlera de l'extrême contemporain. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot à propos de votre rencontre avec Emir Kusturica? Je lui ai dit que je connaissais la blessure qui était la sienne, conséquence de la disparition de la Yougoslavie. Il le dit lui-même, quand la Yougoslavie a disparu, je suis devenu invisible. Et dans ce texte, il parle de la question même de la mémoire et de l'oubli, de la nécessité de l'oubli, pour que les douleurs et les joies intenses ne détruisent pas notre être. Et je lui ai dit que sa blessure, sa fracture de l'âme dont il parle dans Underground, je la comprenais, parce que moi aussi, même si je suis corse, où on est un peu à l'abri des débordements wokistes et de l'invasion que subit avec les complicités de nos dirigeants l'Europe occidentale, je suis en exil dans mon propre pays quand je vais en France, sur le continent, pardon. Et je lui ai dit que à la fin de son film, dans Underground, il y a une phrase qui m'a frappé, puisqu'elle est issue d'un passage de Thucydide, à propos de la stasis de Corcyre. Une guerre n'est pas une guerre jusqu'à ce qu'un frère tue son propre frère. Et là, quand il a vu que je citais, que j'avais compris que c'était du Thucydide, ce que peu de gens peut-être n'avaient pas, une chose que peu de gens n'avaient pas comprise, que peu de gens peut-être avaient comprise, il a été étonné, et dans ses yeux, quelque chose comme une lumière, des nuages ayant disparu, parce que comme j'étais présenté comme français, il y avait une méfiance. Je vous ai dit, les journalistes de Libération et du Monde, ou de Télérama, ou d'autres torchons de cet ordre, ont attaqué Kusturica, prétendant que Kustendorf était un Disneyland.
alors qu'à Kustendorf, il y a des bibliothèques aussi belles que peut-être celle de la bibliothèque d'Alexandrie, avec des lieux où on peut rencontrer les êtres les plus exquis, les plus intelligents qui soient. J'ai rencontré à Mathieu, le photographe de La vie est un miracle. J'ai rencontré Timothée Catherine, qui est champion du monde de chess boxing, avec qui j'ai parlé du Zugzwang et des jeux d'échecs pour faire des liens avec la géopolitique, etc., etc. Bref, je lui dis que je comprends sa blessure parce que moi aussi, j'en ai une de cet ordre. Et je lui parle, évidemment, de la caverne de Platon et de la clé de son film Underground, où dans une cave sont enfermés des résistants à l'invasion nazie, et en arrière-plan, d'autres résistants qui ont une vision tout à fait particulière de la guerre, profitent de ceux qui sont enfermés dans la cave, qui subissent la désinformation de ceux qui tirent les ficelles, et vous voyez très bien où je veux en venir, les fameux démagogues, ceux qui conduisent le peuple, leur donnant de fausses informations. Il s'agit du gros animal dont parle Platon, évidemment. Et puis quand ils sortent enfin de la cave, puisqu'ils étaient comme les prisonniers de la caverne, soumis à des ombres qu'ils prenaient pour le réel, ils tombent dans une autre illusion. Et quand j'ai parlé de cela lors de mon entretien, parce que le résultat de ces deux entretiens, vous l'avez compris, c'est qu'il m'a accordé ce qu'il n'a pas accordé à beaucoup de personnes. Il a accordé à Anne et à moi une interview dans sa voiture particulière, avec son chauffeur garde du corps. On a traversé un petit peu la Bosnie-Herzégovine pour aller en Bosnie serbe, et non pas en République serbe, selon l'appellation officielle des gens de l'OTAN. Et dans cette voiture, j'ai enregistré avec mon magnétophone les choses les plus précieuses. Et c'est dans cette voiture qu'il y a eu la conversation sur le mythe platonicien, sur la mimésis d'Aristote et son lien avec le sacré, le beau, l'orthodoxie et toutes les conséquences de ces blessures issues de la terrible guerre imposée par l'OTAN. Et il nous a dit qu'il était néo-platonicien. Et nous sommes arrivés à Andrićgrad. Andrićgrad, c'est au bord de la Drina, une ville en pierre qu'il a construite ou qu'il a fait construire pour, au fond, raconter la Serbie et les blessures. Et c'est une ville en pierre qui ressemble étrangement à une utopie ou à une contre-utopie, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'un tableau de Chirico, des arcades, des perspectives, et après cet entretien métaphysique avec lui, et Anne a mis beaucoup de temps pour traduire le serbe, je vous l'ai dit, il a fallu qu'elle lise plusieurs de ses ouvrages pour pouvoir avoir des arrière-plans, pour ne pas déformer la haute pensée d'Emir Kusturica, qui est un poète, qui est un métaphysicien, et qui est vraiment un esthète. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai découvert sa pensée, et je revois ses films d'une autre manière maintenant. Je comprends beaucoup mieux les leitmotivs. Je comprends, parce que vous savez, j'ai ici, si vous permettez, que je lise 2 ou 3 petits passages. Bah faites donc, Olivier, hein. C'est oui. Votre entretien. L'être humain est enclin à l'oubli, et avec le temps, l'art d'oublier devient une compétence humaine essentielle.
Si l'oubli, ce souverain ne savait pas voiler les pensées passionnées et les confier à la mémoire pour qu'elle les organise, notre cerveau ne serait qu'un vulgaire conteneur. Un jour nouveau pourrait-il seulement commencer sans l'oubli? Que se passerait-il si nous devions suivre notre souffrance comme une émission continue depuis le centre de notre âme, si l'oubli ne venait pas estomper le lourd passé de notre vie, comme un nuage cache le soleil? Nous ne survivrions pas. Il en va de même des grandes joies. Si elles n'étaient pas anesthésiées par l'oubli, nous deviendrons fous de bonheur. C'est l'oubli qui, avec le temps, atténue la douleur d'un amour perdu. Et là, ce sera peut-être le lien avec notre propos sur l'extrême contemporain. Comment l'homme survit-il aux crises historiques? Avant comme après l'événement, c'est l'oubli qui règne. Ce qui m'a poussé à dissocier l'oubli de la logique causale de la pensée, c'est la facilité avec laquelle la foule oublie les causes des grands bouleversements historiques pour accepter ensuite une conscience construite comme une vérité. Vous comprenez? Après les souffrances des guerres balkaniques et les bombardements de la Serbie, j'ai commencé à entraîner ma mémoire à l'oubli, ou du moins à refouler les pensées qui généraient de la tension. Il évoque, dans les passages que j'ai ici, des moments intenses. En 92, il a perdu son père, et en même temps, la Yougoslavie a cessé d'exister. Et celui qui l'a aidé dans ce moment incroyable où je vous l'ai dit, dans l'interview, dans le reportage de la revue Éléments, il est devenu invisible au moment où la Yougoslavie a disparu. Et c'est Johnny Depp qui est venu à Kustendorf, là où nous étions, Anne et moi. C'était le 18e festival. Johnny Depp qui a joué dans Arizona Dream, donc un des films qu'il a révélé au public français. Exactement, c'est au moment même où Arizona Dream commençait que le drame de la Yougoslavie en question, dont on parle tous les deux, a eu lieu. Et Kusturica, comme cela arrive souvent, je n'aime pas le mot dépression parce que c'est un mot vulgaire, est entré dans une grande mélancolie, dans une nostalgie de ce qui aurait pu être. C'est encore plus intéressant que la nostalgie de ce qui a eu lieu. Et c'est Johnny Depp qui commençait à être un des acteurs les mieux payés au monde. Oui, c'est au début de sa carrière, mais c'est un des films qui a marqué aussi une génération, ce film-là. Exactement, et il est resté... Au début de sa carrière cinéma, parce qu'il était très connu dans les séries, mais bref. Et oui, c'est peut-être Kusturica qui l'a inventé. Au sens latin du terme. Ce côté baroque qui a pas mal marqué aussi le cinéma de Kusturica a profondément influencé Johnny Depp, de ce que j'en sais. Exactement. Et Johnny Depp disait je ne veux pas abandonner celui qui a écrit le Temps des Gitans. Oui. Et il a aussi ce film, un grand film aussi, Le Temps des Gitans. Malade, Johnny Depp, pour rester aux côtés d'Emir Kusturica. Et vous voyez, je pourrais vous dire des choses incroyables sur la terre et les larmes, sur en 92. Je me permets pour conclure sur le sujet d'Emir Kusturica, mais est-ce que il a pu vous offrir un petit peu la vision qu'il avait des situations européennes actuelles, le conflit russo-ukrainien il a pu un petit peu la première chose ressenti. Lorsque Dany Gela, qui est sa secrétaire, m'a rencontré et qui a cru au départ que nous étions français, et que donc je suis français, j'aime une France qui n'existe plus. Les Corses, vous le savez, ont construit l'empire colonial français et sont tombés sur les champs de bataille parce qu'ils sont amoureux de la France. Mais nous sommes amoureux d'une France qui n'est plus la France grande. Et donc, quand elle a cru que nous étions, au fond, des journalistes un peu comme ceux de Télérama ou de... Vous n'avez pas présenté plus que ça. Bon. Et il y a eu comme un quiproquo. Puis quand on lui a expliqué qu'on venait de Corse, et que nous aimions les peuples fiers, et que nous étions venus pour dire à Kusturica, à Emir Kusturica, que nous l'aimions, tout de suite les choses ont changé. Et vous savez, à propos de la guerre entre l'Ukraine
et la Russie, j'en ai parlé longuement avec Sylvain Guggenheim et surtout avec Sylvain Ferreira, et c'est le point de départ pour notre seconde partie de notre entrevue, si vous le voulez bien, c'est faire le lien entre les Grecs et l'extrême contemporain. Oui, volontiers. Et ma conférence à Budapest aux côtés d'Éric Zemmour. Comment dirais-je, vous voyez là d'ailleurs les effets étonnants, enfin oui, étonnants, pourquoi pas, de la propagande. Les stratèges de salon que l'on voit dans les émissions de LCI ou de BFM TV qui annoncent que les Russes n'ont pas obtenu les résultats qu'ils voulaient immédiatement, comme s'ils étaient au courant des plans de l'armée rouge, de l'armée russe, pardon. L'armée russe, parce que je voulais parler. Le 9 mai, donc on vous le pardonnera. Exactement. Il est même Luc Ferry, il n'y a pas longtemps, et surtout Michel Onfray, qui est un homme honnête en même temps qu'un honnête homme, savent que les Russes ne sont pas les agresseurs, mais n'ont fait que répondre à une provocation. Et même ce qui reste que la guerre, ça reste une tragédie quand même. C'est la vision que j'en ai, parce que je suis un peu fataliste en même temps, évidemment. Alors c'est pas évidemment, la guerre, il faut être fou pour aimer la guerre. Qui pourrait aimer la guerre. Il faut s'intéresser aux causes au-delà de ce qu'on entend dans la propagande. Enfin, ça paraît une hygiène de vie élémentaire. Mais bon. Bien sûr, les Russes n'ont fait que répondre à la provocation. Quand Kennedy, vous savez, on en avait parlé avec Nicolas Mirkovitch, a réagi à la présence des fusées à Cuba, eh bien, Poutine n'a pas fait exactement. Ce qui est tragique, et ça renvoie à la citation que vous disiez tout à l'heure de Thucydide, c'est que cette guerre est quand même fraternelle, et que pour le coup, des frères slaves tuent d'autres frères slaves. C'est ça la tragédie également. Nous sommes bien d'accord, mais on a du mal à en vouloir même aux Ukrainiens. Hein. Après, c'est pas un match de foot, on n'est pas là à supporter, etc. Moi, j'essaie d'avoir une analyse objective de l'histoire. Je suis en train de dire que les Ukrainiens étaient. Je sais très bien, Olivier, hein, mais je dis ça. Je parle des Occidentaux. Oui, bien sûr, qui ont un jeu. Qui attisent le conflit aussi pour éteindre leurs propres oppositions internes. C'était l'objet de ma conférence. Aujourd'hui, dans un univers politique en décomposition, où triomphe le nihilisme occidental et un nouvel ordre mondial, où une caste usurpe la souveraineté des nations, la guerre est devenue à elle-même sa propre fin. Elle s'est installée de manière permanente comme moyen de résoudre les problèmes de politique intérieure. On voit ici l'importance je fais une citation, on voit ici l'importance de la politique intérieure. Les Occidentaux ont inventé un danger russe qui n'existe pas pour se créer une nouvelle raison d'être dans un contexte qui est celui de l'effondrement de toutes les croyances. C'est une nouvelle guerre de 100 ans, c'est de Werner. Cependant, vous le savez, il ne peut pas y avoir de politique sans ennemi. Le politique, c'est le fait de nommer l'ennemi. Et donc, si vous voulez, ce qui m'a frappé chez Emir Kusturica, c'est qu'il a été présenté, évidemment, comme étant un suppôt de Poutine. Mais pourquoi vous savez, je suis un passionné de Thucydide. Et ce qui fait que les Grecs m'intéressent, Benoît, c'est que, à la différence des gens dont nous parlons, quel que soit le camp, il n'y a pas d'idéologie chez les Grecs. Thucydide, comme Hérodote, raconte les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont déroulées, ou telles qu'elles se déroulent devant leurs yeux. Thucydide, et aucun des Grecs, et moi en particulier, et vous, et à part quelques fous, personne ne peut aimer la guerre. Ce qui n'empêche pas de comprendre que, et je vais vous parler après de une chose que j'ai dite à Budapest, la guerre et le conflit sont pères de toutes choses. Être libre, c'est commander aux autres.
c'est la clé qui permet de comprendre ensuite même le prince de Machiavel. Machiavel, dans Le Prince, donne la recette pour prendre le pouvoir si on ne l'a pas et le garder si on l'a. La guerre du Péloponnèse raconte ce qui se passera plus tard et qui par nécessité aura lieu. Il y a, voilà, pour que les choses soient claires et qu'on arrive ensuite à la guerre chez les Grecs, à Budapest le 10 mars, après la brillante conférence d'Éric Zemmour, une table ronde, une image bien sûr, Yann Gaspard, Thibaut Gibelin, Titus Teixeira, nos hôtes, et votre serviteur. J'ai évoqué une dialectique. Pour comprendre tel était le but, à partir de la guerre chez les Grecs, comprendre le moment catastrophique au sens grec et au sens mathématicien, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Quid de l'Europe après l'élection de Trump? La dialectique est la suivante, et j'ai mis cela en harmonie avec ce que je vous ai dit sur Kusturica. Soumission ou reconquête, c'est ça? Soumission ou reconquête. J'ai évoqué, je crois que c'est j'en suis pas sûr maintenant, mais c'est l'introduction ou les prolégomènes du discours sur l'inégalité de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Je ne parle pas de l'autre. Il évoque dans ses prolégomènes qu'il veut défendre avec confiance la cause de l'humanité. Il conçoit dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une qu'il appelle naturelle ou physique, et l'autre qu'on peut appeler politique ou morale. On ne peut pas, dit-il, demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot. Et il dit, et vous voyez tout de suite, je sens votre sourire que vous avez compris, qu'il veut explorer le progrès des choses, le moment où le droit, j'ai son texte sous les yeux, où le droit, succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi. Et ensuite, et ça c'est, je dirais presque le principe même des êtres curieux qui nous gouvernent et qui sont incapables de voir ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il dit ceci, Rousseau. Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Je répète, pour nos auditeurs, et peut-être ceux qui nous regardent aussi, commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Quand on ne veut pas, quand on a une idéologie, eh bien on fait en sorte de prendre les faits, de les modifier pour les intégrer à une théorie, à une conception des choses. Et donc la Russie est donc l'agresseur. C'est ce mot affreux qu'ils appellent le narratif, que j'ose même pas dire, c'est pour moi un gros mot de la pensée. Mais Et Rousseau donc prétend que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Et puis brutalement intervient, vous vous souvenez ce qui s'est passé dans le salon ovale de la Maison Blanche, où Donald Trump vous parlez de la rencontre avec Zelensky a rencontré Zelensky. Oui, un grand moment de théâtre diplomatique. Vous voyez où je veux en venir maintenant, c'est que avec Donald Trump, qui est un être instinctif, un chasseur, une bête de proie, et quelqu'un d'une haute intelligence politique, qui est le maître du Zugzwang, ce coup fantastique inventé par Nimzowitsch et dont j'ai parlé longuement. Pas sûr qu'il joue aux échecs, lui c'est plutôt au poker, mais bon, en tout cas, il sait mettre une grosse mise et remporter la table. C'est parce qu'il est de bon ton.
Les Russes sont des joueurs d'échecs, les Américains des joueurs de poker. Oui, Je crois que c'est mais Silva Ferreira qui disait ça dernièrement dans une de il y a là ses vidéos. oui, il y a deux grandes puissances qui sont face à face Et et qui jouent pas au qui même jeu. Alors ils ont le même échiquier, enfin ou le même terrain de jeu, mais ils jouent pas de la même façon. jouent pas de la même façon. Nous sommes d'accord, et c'est l'occasion de parler peut-être euh, Parce que de, Poutine, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, donc ça nous change un petit peu de nos politiques et notre mode de fonctionnement, mais oui, exactement, mais ça sous-entend une certaine brutalité, mais au moins on sent que, enfin, je veux dire, il y a une légitimité et un sens de la justice aussi qu'on a un petit peu perdu, ou de la vérité et du bon. et Trump fait de même, sauf qu'il applique une méthode de navigation qui fait que pour aller contre le vent, on dit une chose, son contraire, mais on va vers le même but. Voilà. Le but, c'est celui que Thucydide a dit dans le dialogue des Athéniens et des Méliens. Parce que là, on parlait des échecs chez les Russes, Les Méliens qui ont été massacrés par les Athéniens. on va en parler. La guerre par attrition, c'est préserver sa force par la retraite, et l'art opératif, c'est le but étant d'épuiser les forces ennemies. Parce que justement, quand à propos de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est Sylvain Ferreira qui est le grand maître dans ce domaine. Certes. Hein, euh, les stratèges de salon dont je parlais tout à l'heure s'imaginaient que les Russes n'avançaient pas. C'est faux. Les Russes, depuis les Soviétiques et depuis Napoléon Bonaparte, l'attaque en Russie de Napoléon Bonaparte, pratiquent la guerre par attrition et l'art opératif. C'est-à-dire que la ligne de front apparemment n'avance pas, mais en réalité, derrière le front ennemi, il n'y a plus rien. Les Russes ne peuvent pas perdre cette guerre. Et donc, Trump, dans le salon ovale de la Maison-Blanche, dit à Zelensky, tu n'as pas les cartes. Et tous les autres qui s'agitent et qui veulent la guerre pour justifier leur Europe Fédéral, on dira, pour être poli. qui est dans le monde de l'illusion absolue, parce qu'il n'y a que les nations qui comptent, De Gaulle l'avait compris. Trump, au fond, chasseur, comme je vous l'ai dit, animal instinctif, et qui veut redonner, comment dirais-je, veut redonner à la nation sa force, et oublier les principes de Rousseau, à savoir que la justice l'emporte sur la nécessité. En harmonie donc de tout cela, on en arrive à mon sujet, le troisième, c'est-à-dire la guerre chez les Grecs. Vous avez le dialogue. L'île de Mélos est la seule île en Méditerranée qui n'est pas dans la Ligue de Délos, parce qu'elle est liée aux Spartiates, et ils veulent rester neutres. Mais il n'en est pas question pour les Athéniens, pour qui les hommes sont déterminés à dominer partout où ils ont la force. La nécessité, l'état phuséos anankaia, les nécessités de nature, l'emportent sur la justice. Vous le voyez, c'est l'inverse de ce que disait le pauvre Rousseau, qui pensait que l'homme était bon par nature et que la cité l'avait corrompu, ce qui va en désaccord avec ce que dit Aristote dans les premières pages de la Politique, où il dit que l'essence d'une chose étant dans sa fin, l'homme de nature, devant inventer plus tard l'univers politique, est donc politique avant même de l'être, puisqu'il le sera. Rousseau n'a absolument rien compris au rapport entre les empires et à la nature politique de l'être humain. L'essence d'une chose étant dans sa fin. C'est ce que dit Michel-Ange dans un film extraordinaire d'un Russe dont je viens d'oublier le nom, Tarkovsky, je crois, je sais plus, je n'ose pas dire de bêtises, peu importe, nos auditeurs ou nos spectateurs verront, Michel-Ange, dans un bloc de marbre gigantesque, va sculpter une statue
qui est en essence dans le bloc de marbre. C'est la conception même du mot dynamis chez Aristote. C'est ce qui est en potentiel. Et ce qui est intéressant de voir que chez Thucydide, le mot dynamis qualifie le troisième aspect de l'empire athénien. Hégémonia, arché, la domination totale, et dynamis, c'est-à-dire le pouvoir en métamorphose constante. C'est-à-dire l'équivalent du terme empire chez les Grecs, c'est arché, c'est le terme qui se rapproche le plus de l'imperium romain. Exactement. Et d'ailleurs, pour Hannah Arendt et quelques autres, ce sont les Grecs qui ont inventé ce que sera plus tard l'Empire. C'est que la différence entre les Romains, c'est que c'est un territoire, et les Grecs, c'est que c'est les êtres qui sont sur ce territoire. Et donc, dans le dialogue des Athéniens et des Médiens, les Athéniens disent que cette loi, ou cette nécessité, que le fort l'emporte sur le faible et que le faible s'en accommode, c'est ce que dit Trump à Zelensky. Et il éloigne de ce fait les Macron et autres agitateurs des idées des droits de l'homme qui n'ont jamais eu cours dans les rapports entre les empires. Il me semble bien que les Américains ont utilisé à Hiroshima une certaine bombe qui a marqué la fin de la guerre, et que toute guerre a pour but de l'emporter. Et que chez Thucydide, il y a un principe clé, être libre. C'est pas une guerre qu'on voulait remporter, mais qu'on voulait pas perdre, je dirais surtout. Et on est en train de réaliser qu'on est en train de la perdre, mais c'était sûr qu'on n'allait pas la gagner. Mais vous voyez, vous avez toujours le besoin comment dire, d'édulcorer les choses. Être libre implique que les autres ne le soient pas. Trump dit... Une leçon pour les c'est une leçon que Thucydide a dite une fois pour toutes. Et vous qui avez exploré brillamment, je le feuilletais encore l'autre jour, les Grecs et les barbares, mais la guerre entre Grecs, pour Platon, vous le savez, c'est une stasis. La seule guerre qui mérite le nom de guerre, polémos, c'est la guerre contre ceux qui ne parlent pas le grec, qui sont les barbares. C'est-à-dire ceux qui ont voulu faire de la Grèce leur territoire. Car les Perses, quand ils réalisaient une conquête, faisaient des déplacements d'empire, des déplacements de population et imposaient, bien sûr, leurs lois. Ils ont quand même autorisé les Juifs à retourner en Judée et en Israël. Ils étaient en Babylonie. Enfin, il y a eu des déplacements aussi dans le sens inverse, c'est vrai. Oui, mais ils autorisaient les Grecs à faire leur commerce. C'est vrai qu'après, ils ont iranisé l'Anatolie, notamment les Lydiens, par exemple, qui ont été déportés en masse. Les Lydiens, notamment, ont été déportés dans les confins de l'Empire. Les Grecs également. On avait même des Grecs en Arachosie qui ont été déplacés par les Perses. Effectivement. Oui, on n'en parle pas assez. Et certes, les Grecs étaient libres totalement. Sur les côtes d'Ionie, de Doride, ils étaient libres d'accepter la domination du grand roi, mais c'est vrai qu'après, dans leur cité, ils étaient libres. Ils étaient libres. C'est la nature même d'un empire aussi, c'est de laisser les autonomies locales. Ils étaient libres de commercer. Mais pour un Grec, la seule liberté, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Oui. Et quand les Grecs de Dionie... C'est une liberté sans concession, c'est-à-dire qu'on peut pas s'accommoder de payer tribut et d'être libre en même temps chez les Grecs. Non. Donc comment dirais-je, la question est, vous voyez, on revient toujours, pour les Grecs d'Ionie, la seule liberté, celle qu'ils voyaient à Athènes, c'est ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de choisir ses propres institutions. Oui, le mot, c'est la loi d'ailleurs. Autonomie, c'est littéralement avoir sa propre loi. C'est le fait de choisir sa propre constitution, ses propres lois. Et de penser à l'Union européenne. Comment on peut être libre? Exactement. Et la possibilité de faire le choix entre la guerre et la paix. Or, il y avait des dynastes qui imposaient aux Grecs de la terre et l'eau. C'est ce que l'on demandait, les satrapes. Et donc, ils n'étaient pas libres. Et c'est la raison pour laquelle la première guerre médique a éclaté. Et vous avez entendu parler du sac de Milet. Oui, évidemment. Et donc, qui était une cité ionienne, qui n'acceptait pas la domination satrapique perse. Exactement. Et donc, les Athéniens ont aidé.
être qui a libre, amené à la Première Guerre médique, quelques années plus tard. la guerre est donc la continuation, non pas du politique par d'autres moyens, mais la guerre est chose politique par essence. Et c'est ce qui m'intéresse dans le futur livre. Donc, vous l'avez compris, j'étais en train de définir ce qu'était, au fond, la liberté pour un grec. C'est ce que le concept d'autonomia recouvre. Eleteros tekai autonomos dans le décret d'Aristoteles, être libre et autonome, ce n'est pas une redondance, mais c'est une insistance. Être autonome, c'est la liberté absolue, c'est le choix de sa politeia, de sa loi, nomos, au sens où Antigone et Créon l'emploient, et surtout la capacité de faire le choix de la guerre ou de la paix. Lorsque les Athéniens vont perdre la guerre du Péloponnèse, les Spartiates ne détruisent pas Athènes, parce que Sparte a besoin de son ennemi. Ils détruisent les longs murs, par contre. Oui, ils détruisent les remparts, évidemment. Et les longs murs qui permettaient d'Athènes d'être une île. Voilà. Et ils imposent aux Athéniens, et vous imaginez ce que ont dû ressentir les Athéniens, et vous comprenez là ce qu'est vraiment la notion de liberté, et pourquoi la guerre est notre père à tous. Et nous n'aimons pas la guerre, évidemment, mais il faut regarder le réel, paupières arrachées. Ils imposent aux Athéniens d'avoir les mêmes ennemis que eux, les Spartiates, et de les suivre dans toutes les guerres qu'ils décideront. Les Athéniens ne sont donc plus libres, leur cité n'existe plus, pas la peine de détruire la ville, vous comprenez? Et cette question est au cœur même de l'extrême contemporain. Je parle d'extrême contemporain parce que j'ai lu Braudel il y a quelque temps, et chez Braudel, il y avait le temps long. L'actualité n'existe plus au moment même où elle est, mais les malheureux journalistes qui commentent tous les jours et qui s'imaginent faire des commentaires intelligents sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne comprennent pas que les Russes pratiquent la guerre par attrition et l'art opératif, c'est-à-dire qu'ils épuisent l'adversaire et frappent à la fin. Les Russes ne peuvent pas perdre cette guerre. Et chez Thucydide, il y a tout cela en essence. La justice n'existe qu'entre les forts. C'est la raison pour laquelle les Américains ne veulent discuter qu'avec les Russes. Vous avez vu l'autre jour au Vatican. Macron qui a été conduit. La troisième chaise a disparu. Bon, pas que c'était celle du traducteur, mais il n'empêche que les analyses labiales sont formelles. Trump a envoyé un vent. On essaye toujours. Vous savez, encore une fois, il est absolument impossible d'imaginer que Rousseau puisse avoir raison face à Aristote et Thucydide. Mais l'avènement de Trump nous remet face au réel, c'est ça qui est vraiment saisissant. Exactement. C'est le retour aux politiques. Et vous avez le seul qui aurait pu participer à cette dialectique, c'est le général de Gaulle. Mais ne serait-ce que le discours de J.D. Vance, qui pour moi est un événement d'une portée internationale et historique. Et c'est magnifique. C'est la fin du monde, la fin des illusions. C'est la fin des illusions, la fin du théâtre des illusions. La fin du théâtre des illusions. C'était un moment incroyable. C'est ce que vous... Et donc, je suis... Et vous voyez, je voulais, pour terminer notre moment trop court, parce que il y a tellement... J'ai toujours l'impression de n'avoir rien dit et de n'avoir fait on fera d'autres vidéos, Olivier, vous inquiétez pas, on a tellement de thèmes. Et vous savez que, au début de notre émission, je vous ai parlé de la rencontre avec Kusturica, conséquence de mes rencontres. Pour se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez alors comme projet en Serbie, dites-moi. Je voudrais faire à Kustendorf avec Anne, qui parle maintenant le serbe, qui parle le russe, le polonais et surtout le grec ancien, évidemment. Nous voudrions organiser, et j'en ai parlé à des gens de haut vol, à savoir Jean-François Fondu et Arnaud Gouillon, qui est un haut responsable du gouvernement serbe et qui m'a reçu et qui va nous recevoir encore et qui s'occupe des liens entre les Serbes et des autres Européens. Et je vais en parler à quelqu'un dont je ne peux pas donner le nom ici, je vous le donnerai en privé.
hein, en off, comme on dit, en langue française extrêmement échevelée. Je compte organiser, et la personne que je vous ai dite, que je ne vous ai pas évoquée, a envoyé tout cela à l'avocat d'Emir Kusturica. Le projet, l'entretien d'un conflit qui va sortir en été, et surtout le reportage d'éléments que François Bousquet a eu la grâce de publier. Le but du jeu est avec des gens comme Maffezoli, comme Guggenheim, Ferreira, Despot, Berkovitch, quelques autres, Anne et moi, à Kustendorf, dans ce lieu qui a été un décor pour un film de Kusturica, d'organiser des conférences, d'inviter des gens qui auraient peut-être un tarif préférentiel dans ce village de bois que je vous ai décrit tout à l'heure, ou du moins je crois l'avoir fait, où il y a des ruelles et des rues qui portent le nom des grands cinéastes. Et nous étions dans le chalet Maradona. Une école de cinéma, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a une école de cinéma qui est très bien dotée, avec des étudiants qui viennent du monde entier. Donc ça, on l'a omis de le dire tout à l'heure à propos de Kustendorf. Bien sûr, c'est le festival. Il y a un festival tous les ans de cinéma. Et un festival qui est anti-wokiste, anti-mondialiste et anti-mondialiste, oui, je dirais. Et où sont venus les êtres les plus exquis qui soient, les Jim Mush, les Johnny Depp, qui est un ami véritable. Et encore une fois, il faut relire il faudrait que je vous donne les extraits des passages traduits par Anne, des ouvrages splendides d'Emir Kusturica. Le projet est donc de faire venir des gens qui resteraient une semaine ou un peu plus, je ne sais pas, peu importe, dans ce village étrange où la nuit on se croit dans un film de Fritz Lang, ou en plein Moyen-Âge. On va avoir peur des vampires dans la nuit, c'est ça. Mais les vampires sont des êtres fréquentables à côté des nains qui nous gouvernent. Et on donnerait des conférences de philosophie politique, de littérature. On ferait venir des artistes, des lettrés, des poètes. Je pense à José d'Ornano, par exemple, qui est un très 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 grand peintre. Et Anne Sokolowska, ma femme, qui pourrait, elle, proposer des voyages dans le pays des mots, jouer sur les étymologies grecques, serbes, russes et les mots français, pour comment dirais-je, pour imaginer des paysages en arrière-plan de ces mêmes mots, et proposer des séances de cinéma et des conférences de cet ordre. Et en parlant de la Serbie, excusez-moi de vous couper, mais vous n'aviez pas un projet d'un voyage ou de conférence avec Éric Zemmour en Serbie où j'ai... Oui, parce que là, la conférence avec Éric Zemmour a eu lieu déjà le 10 mars, où nous avons évoqué l'Europe après le Trump, et je vais sans doute organiser avec Dušan Dostanic, j'arrive jamais à prononcer ce nom, Dostanic, à l'université de Belgrade, une autre conférence. Eric m'a donné son accord, et ce sera encore une fois parce que Eric Zemmour a bien compris que pour comprendre le monde contemporain, eh bien, il y a cette phrase de Platon, par exemple, la cité est perdue quand commence la fraude des mots. Et c'est ce qui caractérise notre monde contemporain. N'oubliez jamais le gros animal dont parle Platon, que les démagogues s'imaginent avoir maîtrisé. Regardez aujourd'hui comme nous sommes, les expressions mêmes sont édulcorées pour cacher le réel, et chaque fois que l'on parle de quelque chose, on essaye de se plier à la doxa, à la doctrine telle qu'elle est imposée par ceux qui dominent le gros animal, qui un jour va briser ses chaînes. C'est fort possible, et c'est la raison pour laquelle je suis plus que très proche d'Éric Zemmour, parce que c'est le seul qui, parce qu'il est maître des mots, est maître de l'action politique. Il y a quelque chose de gaulien chez lui. Et donc je voulais à propos de ce qu'on a dit sur Kusturica, de ce qu'on a dit sur l'extrême contemporain
et de ce qu'on a effleuré sur le dialogue des Athéniens et des Méliens, où la justice n'existe qu'entre les forts et que seuls les forts décident, et que la liberté consiste à faire en sorte que les autres n'en aient pas. Je vous lis ce passage de Slobodan Despot, et ça pourrait être, si vous le voulez bien, notre conclusion. Nous ne sommes pas naturellement bêtes en Europe. Nous nous sommes devenus, disais-je, dans le cheval de Caligula. Nous avons appris à ne pas voir ce qui nous crève les yeux. C'est pour ça que les films de Kusturica aussi, comme Underground, sont essentiels. Car cela était parfois moins dangereux, mais surtout plus confortable. La différence essentielle entre l'occupation soviétique à l'est de Vienne et l'occupation américaine à l'ouest tient à ce que celle-là fut imposée sans ménagement et celle-ci sans violence, du moins apparente. Elle est intériorisée car elle repose sur le consentement. Vous pensez à un discours de la Boétie, la servitude volontaire, n'est-ce pas? Reste encore à savoir comment ce consentement fut obtenu. Il y avait bien entendu l'emprise culturelle. En 2 générations, la culture américaine est devenue la nôtre, mais nous avons mis du temps à saisir qu'elle nous avait été délibérément imposée comme un moyen de domination. Il y avait aussi l'emprise brute par la corruption, l'espionnage, la NSA servant davantage à traquer les alliés que les ennemis, comme l'a noté Emmanuel Todd. Nous étions si bien hypnotisés qu'il nous a fallu des décennies pour comprendre que le réseau des casernes US disséminées sur le continent n'était pas là pour nous défendre, mais pour nous contrôler. Et tous sont encore loin d'en avoir conscience. On décrira peut-être un jour toute notre évolution de l'après-guerre comme une gigantesque psy-op mise en place par les maîtres de l'illusion cinématographique et publicitaire. Il y avait des visions derrière la gaze des rideaux, mais comme le trop bienséant Alfred de Musset dans la lettre de Rimbaud, nous avons fermé les yeux. Au temps des guerres d'ex-Yougoslavie, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de voir le vrai visage de nos libérateurs. Merci Olivier. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, sur ces paroles denses et profondes. Oui, tous les liens aussi à notre actualité géopolitique, à ce monde tragique en quête de sens, de vérité. Donc voilà, je vous remercie beaucoup Olivier, on va peut-être conclure là-dessus. Oui, je pense qu'il n'y a rien à ajouter après ce qu'a dit Slobodan. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Et merci de m'avoir guidé. À bientôt, cher Benoît.